Présentation à deux voix donc sur la rénovation de prairies et comment se passer du glyphosate et du labour. On a voulu être un peu provoque dans le cadre de cette journée, puisque c'est une journée qui est consacrée à la pérennité des prairies, donc on va vous expliquer comment les détruire, ces prairies. Donc voilà, on est dans le sujet, mais... et donc derrière, voilà, c'est un projet qui s'appelle Prégli, qui est financé dans le cadre donc, de France Agrimaire, qui est piloté par Arvalis et donc en partenariat avec l'Institut de l'élevage, la ferme expérimentale de la Blanche Maison et puis donc la FPF. Alors si on reprend un petit peu le contexte de destruction et de rénovation des prairies, la destruction donc, des prairies temporaires ou la rénovation de prairies permanentes dégradées, elles vont passer par deux voies. Soit la voie mécanique, donc on va avoir du labour, on va avoir du travail superficiel, qui sont les formes quand même les majoritaires de destruction des prairies, soit par une destruction chimique des prairies. Et en gros, on estime qu'il y a autour de 180 à 200 000 hectares quand même de prairies qui sont détruites avec notamment du glyphosate. Et donc, la restriction d'utilisation du glyphosate, qui sont quand même un peu dans le collimateur, ça nécessite de proposer des itinéraires alternatifs pour la destruction et la rénovation de ces prairies. Et donc, voilà, c'est le cadre de ce projet Prégli, qui a démarré en 2019 et qui va se terminer au cours de cette année 2022. Alors je vais faire vite sur cette partie-là, parce que ça a déjà été plus ou moins dit au cours de ces deux journées, mais voilà, pourquoi rénover une prairie? Parce que d'ailleurs, à un moment donné, mon couvert prairial ne répond pas à mes attentes, que ce couvert prairial il est dégradé, je me retrouve avec des disparitions de bonnes espèces, je me retrouve avec du sol nu, je me retrouve avec de la colonisation d'espèces indésirables. Donc ça peut être la première chose. La deuxième chose, souvent nos prairies permanentes, et on le voit bien dans l'Est, on se retrouve avec des prairies permanentes qui sont très très pauvres en termes de légumineuses. Donc la rénovation de la prairie peut être une façon d'essayer d'améliorer la teneur en légumineuses de ces prairies. C'est également retravailler peut-être un peu la productivité. On cherche à avoir des prairies qui sont un peu plus productives. Et puis également, c'est peut-être aussi un souhait d'améliorer la valeur alimentaire. Et donc là, on vous a remis un petit tableau donc, avec les valeurs alimentaires de deux prairies, donc de la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Donc plutôt une prairie de longue durée et une prairie donc avec très peu, on le voit ici, avec très peu quand même de légumineuses, et le même type de prairie, donc avec des prairies plutôt riches en légumineuses, et on voit forcément que derrière les teneurs en MAT, les teneurs en valeur énergétique, elles sont quand même améliorées. Alors, si on revient un peu donc, sur ce projet Prégli, donc il y a eu une première étape qui a consisté à faire un état des lieux des leviers qui étaient utilisables pour la destruction des prairies. Donc voilà, il y a eu de la bibliographie, il y a eu des enquêtes terrain qui ont été faites auprès d'éleveurs. Et puis derrière, une deuxième partie, une deuxième étape dans ce projet qui était de mettre en place sur des stations expérimentales un certain nombre d'expérimentations pour mesurer les itinéraires techniques qui étaient les mieux adaptés pour détruire les prairies. Donc il y a eu plusieurs types d'expérimentations. Les expérimentations sur la destruction de prairies avant l'implantation de maïs, la destruction donc, de prairies pour remettre de la prairie, donc là on est dans le cadre de rénovation de prairies permanentes, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Soline. Et puis il y a également eu des travaux qui ont été faits sur l'efficacité des différents types de matériel de travail du sol, et lesquels sont les plus aptes à mener cette destruction de prairies. Alors, petit focus sur l'enquête qui a été réalisée dans le cadre d'un mémoire de fin d'études. Donc une dizaine d'enquêtes réalisées sur des exploitations, alors plutôt orientées bovin-lait, plutôt en agriculture biologique et plutôt centrées, je dirais, sur la grande moitié ouest de la France.
Qu'est-ce qui en ressort de cette enquête? Donc déjà plutôt une typologie des itinéraires, des itinéraires et des outils qui vont être utilisés pour détruire des prairies sans glyphosate et sans labour, avec des outils qui vont travailler plutôt à faible profondeur, hein, de moins de 5 cm, avec l'objectif de scalper la végétation et d'affaiblir cette végétation. Et puis ensuite, on a des outils qui vont descendre un petit peu plus profondément, entre 8 et 12 cm, qui eux vont avoir comme effet de découper la prairie et puis derrière de mélanger les résidus pour pouvoir affaiblir au maximum la prairie. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il y a également, au travers de ces enquêtes, un certain nombre de facteurs de réussite qui ont été listés. Première conclusion, c'est que plusieurs passages sont nécessaires. Et en moyenne, quand on fait le tour des personnes qui ont été enquêtées, c'est minimum 5 passages, y compris jusqu'au semis, pour détruire la prairie et aller jusqu'au semis. Donc un nombre de passages relativement important. La deuxième chose, c'est la précision du travail, notamment la précision, donc le contrôle de la profondeur de travail. Évitons de descendre trop profondément, évitons de remonter des graines. Donc voilà, les 0,10, ça paraît quand même le niveau optimal. L'état du sol, il faut qu'on soit sur un sol plutôt sec pour travailler le sol. Un sol relativement plan pour que la totalité du sol soit travaillée par les outils. Et puis juste, je redirai une dernière chose, c'est le délai. Il faut un délai qui soit suffisamment long entre le moment de la destruction de la prairie et la réimplantation de la nouvelle prairie pour pouvoir avoir le temps de mettre en œuvre ces différentes étapes de travail. Par contre, voilà également, ça a été déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais voilà, comparé à un itinéraire avec glyphosate ou même comparé avec un itinéraire avec labour, on est au mieux sur des coûts de rénovation qui sont à peu près du même niveau, mais dans une majorité de cas, on est plutôt sur des coûts supérieurs. Voilà, donc sur la partie maintenant plutôt expérimentale, donc voilà, on a repositionné les trois stations, donc la station de la Blanche Maison, la station ici de Saint-Hilaire en Lorraine, et puis la station des Bornes, la ferme expérimentale des Bornes. On va commencer par le travail qui a été mené sur la station des Bornes, dont l'objectif était justement de comparer différents outils de destruction d'une prairie. Donc on est parti d'une prairie temporaire multi-espèces qui arrivait un peu en fin de vie, et on a testé trois types d'outils. Donc là, une charrue des chômeuses, un outil Adam avec ailette, et puis un rotavator. Donc tous les trois ont été passés mi-juillet 2021. Et on les a comparés avec deux témoins, un témoin labour et un témoin glyphosate. Alors ici vous avez les photos de l'état du sol juste après le semis. Donc visuellement de votre place, à mon avis, vous ne voyez pas grand-chose. Néanmoins, il y a quand même quelques petites différences. On a ici, par exemple, le rotavator avec une préparation de sol qui était relativement nickel, qui laissait présager plutôt des bons résultats. On verra que la conclusion ne sera pas forcément celle-là. On avait ici, au niveau de la charrue des chômeuses, plutôt quelque chose d'assez bien travaillé et pareil, assez homogène. Outil à dents avec ailette, on avait du mal d'avoir un recouvrement qui soit suffisant au niveau des dents, et donc derrière un peu des repousses qu'on peut commencer à voir dès le semis. Et puis derrière ici, témoin de glyphosate. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais il reste pas mal de surface verte. Il y a eu quand même un vrai souci, et notamment à la dose qui a été apportée, on a eu la difficulté à détruire la totalité du trèfle. On se retrouve avec des repousses de trèfle. On va directement au résultat. Donc ici, en ce qu'on vous présente, c'est le taux de réussite à la levée par modalité. Donc voilà, au 29 octobre. On a nos deux témoins, labour glyphosate, labour quelque chose qui a plutôt pas mal fonctionné. Si on regarde les outils un peu alternatifs, donc l'outil avec ailette fait le job, le rotavator est quand même un peu en dessous, et derrière, voilà, il semblerait que le fait d'avoir travaillé un peu plus profondément, on a fait remonter des graines qui étaient enfouies dans le sol et qui ont regermé et qui ont colonisé la prairie. La charrue des chômeuses a plutôt un effet intermédiaire.
Deuxième dispositif, donc là qui est plutôt donc, sur les itinéraires techniques. Itinéraire technique donc, en comparaison donc, avec une prairie initiale qui était essentiellement composée donc, de raies gras anglais, un petit peu de graminées moyennes, absence totale de légumineuses et puis un peu de diverses. Et donc on a comparé ça au glyphosate, au désherbage électrique, au semis sous couvert de métail, à la destruction mécanique superficielle. Donc on vient avec un outil à disque, on vient passer 2 fois au cours de l'été avant de semer la prairie, et puis le semis après culture dérobée fourragère. Donc sur les 3 dont j'ai que j'ai pas développé, les herbages électriques, semis sous couvert et semis après culture, on va juste reprendre un peu rapidement de quoi il s'agit. Donc au niveau du désherbage électrique, l'objectif voilà, c'est de venir avec un outil qui va envoyer donc du courant à haute tension donc au niveau de ces palpeurs sur la végétation qui est en place, et donc là on va venir par ce courant à haute tension éclater donc les cellules de la plante, et donc on voit bien juste derrière le passage de l'outil, le même jour, derrière on a la végétation qui est totalement fanée, et puis voilà une dizaine de jours après elle est totalement grillée. Donc on est vraiment sur une efficacité qui est plutôt pas mal. Donc voilà sur la première modalité. Deuxième modalité, donc le semis sous couvert de métail, l'objectif il est là un peu différent, c'est de se dire on est dans des conditions climatiques un peu compliquées en période estivale pour implanter nos prairies, et l'objectif c'est plutôt de décaler la date d'implantation de la prairie pour esquiver la période un peu de sécheresse qu'on a encore en Lorraine quand on est autour du 15 août, voire fin août, quoi. Donc là on va plutôt décaler notre date de semis sur des semis de fin septembre à début octobre, et on va profiter donc de notre métail qui vient couvrir notre prairie, qui vient protéger nos jeunes plantules des risques de gel. Et puis la dernière modalité que je vais développer, qui est donc l'itinéraire technique donc du semis après dérobée fourragère. L'objectif c'est de venir casser un peu le cycle de la prairie et d'implanter une culture, d'introduire une nouvelle culture. Et donc derrière on va faire une première exploitation de la prairie fin avril, début mai. On casse notre prairie mi-mai pour implanter donc un colza fourragé. Et puis derrière l'objectif étant d'essayer d'obtenir un colzage fourragé qui soit exploitable et qui puisse fournir un fourrage estival sur la période de fin d'été. Je vais tout de suite vous donner un peu les résultats sur ce type d'objectif. Premier problème qu'on a eu, c'est attaque d'altis, donc vraiment voilà ce qui a fortement pénalisé. Et puis coup de sec, et donc vous voyez qu'effectivement quand on est sur ce niveau-là au 22 juillet, du colza fourragé, on n'a pas eu beaucoup à donner à nos animaux. Au niveau donc des résultats, donc sur ce dispositif, le premier constat, c'est que par rapport donc à notre témoin, si on est sur le rendement en tonnes de matière sèche, on voit qu'on est sur une prairie quand même qui produisait pas beaucoup, 4,5 tonnes à l'année, c'est quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'effectivement la rénovation a eu un effet quand même favorable en moyenne sur la productivité de la prairie. La modalité qui a le mieux fonctionné, c'est le semis sous couvert de métail, et notamment au premier cycle. Ensuite, voilà, les autres modalités ont tiré leur épingle du jeu, mais plutôt sur le deuxième cycle. Ce qui nous intéressait aussi, c'était d'améliorer la qualité de la prairie. Donc d'ailleurs, on a regardé un petit peu donc, la composition floristique de ces prairies, donc l'année qui suit le semis. Donc je vous l'ai dit, le témoin c'était essentiellement des bonnes graminées, un peu de graminées diverses, de graminées, d'autres de moyennes, et puis des diverses. Le premier constat, c'est que la rénovation elle a eu un effet favorable sur les légumineuses. On voit qu'il n'y en avait pas, on en retrouve dans toutes les bandes, donc plutôt un aspect favorable. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, on a quand même des prairies qui se sont salies par rapport à notre témoin. C'est notamment les 2 bandes qui sont en désherbage total, que ce soit sous forme glyphosate ou désherbage électrique, mais également au niveau travail superficiel. Et une bande qui ressort, mais à l'inverse, avec une qualité d'implantation et une faible présence de diverses, c'est quand même plutôt le semis sous couvert.
D'accord, donc je vais passer vite. Voilà, donc après deuxième dispositif, on est sur le même type de dispositif avec exactement les mêmes résultats, et notamment voilà, semis sous couvert et puis semis après dérobés fourragères en deuxième année qui paraissent intéressants. Voilà, je vais laisser la parole. Merci, je vais faire vite. Je vais vous présenter du coup les résultats de la station expérimentale de la Blanche Maison. La particularité de ce site XP, c'est qu'il y a vraiment une problématique agrostis. Donc l'agrostis, je vous apprends rien, elle colonise naturellement les différents types de prairies au détriment des espèces qui sont semées. Donc au fur et à mesure du vieillissement de la prairie, on a une simplification du mélange, une perte de productivité et de valeur alimentaire également. Le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif en bloc à 3 répétitions, donc on n'est pas sur des bandes comme à Saint-Hilaire, avec des placettes qui font 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Alors, on a 2 dispositifs. Le premier qui a été implanté en 2019 et qui a été étudié en 2020 et 2021, avec des modalités qui sont globalement les mêmes qu'à Saint-Hilaire, avec quelques particularités. On a mis en place le semi-direct sans glyphosate, donc avec application de cléthodim fin août et puis un semis au somoradisque après en septembre. On a la modalité 3 passages de travail superficiel du sol, avec une prairie qui est d'abord épuisée avec une fauche rase à 5 cm fin avril. Et ensuite, on fait une fauche 4 semaines après et on passe le rototiller en juin et 2 passages de canadien en juillet, avec un semis combiné à la herse rotative après en septembre. Et la modalité 5 qui est un seul passage de travail superficiel du sol avec un passage de rototiller en juin et semis combiné à la herse rotative. Et le dispositif 2, la particularité, donc c'est un dispositif qui est juste à côté dans la parcelle, la particularité c'est qu'on a rajouté la modalité témoin qui en fait est la prairie initiale qui n'a subi aucun travail superficiel du sol. Quand on regarde du coup les analyses de rendement, on observe on a une différence statistique entre l'année 2020 et 2021, donc parce que je vous rappelle rien non plus, mais l'année 2021 a été exceptionnelle. Sinon, on n'observe pas en fait de différence de rendement entre les différentes modalités. La seule chose qu'on peut noter vraiment sur le site, sur le dispositif numéro 1, c'est que la modalité en semi-direct est statistiquement moins productive que les autres modalités. Il y a quelque chose d'intéressant aussi qu'on a remarqué mais qu'on n'arrive pas franchement à expliquer, c'est quand vous regardez la dérobée sans labour, et avec labour, on a vraiment une baisse de production la première année, qui est sans doute liée du coup à l'implantation du colza, et par contre on a un vrai rebond l'année d'après. Quand on regarde le dispositif 2, où justement on a la prairie initiale qui nous sert de témoin, on voit que statistiquement il n'y a aucune différence de rendement avec les différentes modalités. Donc du coup, ça nous pose vraiment la question de l'intérêt de rénover des prairies, notamment qui sont riches en agrostis. Alors après on peut se dire, peut-être qu'on n'a pas augmenté le rendement, mais on peut aussi avoir amélioré sensiblement la composition de la prairie. Ce qu'on peut voir, c'est que toutes les modalités permettent en fait de détruire une partie de l'agrostis, mais une partie seulement, elle ne disparaît jamais du dispositif, jamais complètement. À part la modalité en semi-direct qui clairement n'a pas vraiment tapé l'agrostis. Et puis on a une faible rentrée de légumineuses qui n'est pas du tout similaire à celle de Saint-Hilaire, on est vraiment sur une faible rentrée des légumineuses. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que sur les prairies riches en agrostis, il n'y a peut-être pas forcément vraiment d'intérêt de rénovation, parce qu'on n'a pas d'augmentation de rendement et pas une amélioration non plus vraiment fantastique de la composition de la prairie. Donc les dispositifs se renaturalisent en fait super rapidement. Parce qu'on voit c'est que dès 2021, la proportion d'agrostis en fait a tendance à réaugmenter. Quand on regarde les dispositifs 2, lui en fait il est un peu différent parce que la teneur initiale en agrostis est quand même beaucoup plus faible, donc on est sur une autre problématique. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec cette part d'agrostis plus faible, on a quand même une proportion plus conséquente de légumineuses qui arrivent à rentrer dans la prairie. Donc on peut se dire que sur les prairies pauvres en agrostis, on a sans doute un intérêt de la rénovation, pas forcément pour augmenter le rendement, mais au moins pour améliorer la composition. Mais l'agrostis, encore une fois, n'est pas complètement détruite. En conclusion donc, du coup, du projet Prégli, les premiers enseignements qu'on peut en tirer, c'est qu'il existe des solutions alternatives au glyphosate et au labour, comme le travail superficiel du sol, l'introduction d'une dérobée fourragère agressive, sans compter sur la production de cette dérobée fourragère en question, et puis le semis sous couvert de métailles d'automne, comme le montrent également les travaux des collègues de Torigné. Pour la destruction des prairies, on peut parier sur des outils à dents avec ailette ou une charrue déchaumeuse, puisqu'ils semblent montrer des résultats plutôt intéressants.
On observe un effet favorable de la rénovation, quelles que soient les modalités, pour le site de Saint-Hilaire, sur l'évolution de la flore et du rendement, mais pas sur les sites de la Blanche-Maison où on a une problématique agrostis. Et la contribution fourragère de la dérobée, donc on l'a vu, reste aléatoire, avec des attaques d'altise et une sécheresse sur le colza. Pour vous faire un point, donc du coup, on est sur la dernière année d'acquisition. Donc on a le dispositif 2, notamment de la Blanche-Maison, qui va avoir une nouvelle année d'acquisition et qui va pouvoir nous permettre de faire une analyse globale donc, des essais et en plus de faire une analyse comparative des différents itinéraires techniques en regardant le coût du travail, la consommation de fuel, les émissions de gaz à effet de serre et le temps passé également. Donc rendez-vous en 2023 pour plus de résultats. Le projet Prégli a été conduit donc, en partenariat avec Arvalis, l'Institut d'élevage, la FPF et la Blanche-Maison. Et on en profite pour remercier du coup, toutes les équipes techniques des stations expérimentales, des bords de la Blanche-Maison et de Saint-Hilaire. Merci pour votre attention. Merci à vous deux pour cette présentation très bien illustrée et bien renseignée. Voilà, beaucoup d'éléments. Donc, bien sûr, le sujet est un peu d'actualité, donc je pense que pas mal d'entre vous peuvent avoir aussi de l'expérience sur la question et leur point de vue. On a 5 minutes pour les questions. Bonjour, Marc Toffoli de l'UIC Moulins, Belgique. Je me demandais si vous aviez fait des mesures de reliquat azoté, en tout cas d'évaluation de perte d'azote éventuellement différentes en fonction des techniques qui ont été utilisées, avec un travail plus ou moins intensif du sol. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la perte d'azote? Merci. Non, mais la réponse est non. Mais voilà, ça peut être aussi un sujet qu'on regarde, mais voilà, c'était pas du tout prévu ce type de travaux dans le cadre du projet Prégli. C'était pour répondre à cette question. Voilà. A priori, il y a peu de différence. Il y a eu des essais il y a une dizaine d'années faits par Arvalis justement et par l'INRA. Et il y avait très peu d'effets de la quantité d'azote minéralisé et donc potentiellement perdu. Il y avait un petit décalage sur la cinétique de minéralisation, qui était un peu plus rapide quand on était après labour qu'après destruction au glyphosate. Moi j'avais une question par rapport au désherbage électrique, là. Énergie dans l'air du temps. Savoir un petit peu en termes de coût et de temps passé pour le résultat qui a priori était assez spectaculaire. Je ne sais pas dans quel sens tu entends spectaculaire, mais, non, mais visuellement, effectivement, le résultat est spectaculaire. Après tu vois qu'on ne fait pas forcément mieux qu'avec un autre type de désherbage. Alors le prix, je ne te le donnerai pas parce que là, on travaille avec un prototype. Donc d'ailleurs, voilà, j'ai aucune idée. Au niveau temps de travail, c'est relativement long, hein, parce que tu es sur des vitesses de 2 à 3 km/h. Donc il faut passer relativement lentement. Il faut avoir une végétation qui soit relativement riche en eau. Et il faut qu'on ait un sol qui soit relativement sec, pour éviter justement la dispersion de l'électricité dans le sol. Donc ce qui fait qu'aussi au niveau des conditions climatiques, tu ne peux pas le faire n'importe comment, quoi. Et on ne l'a pas fait, je n'ai pas présenté 2021, enfin 2020, parce que 2020 il faisait tellement sec qu'effectivement il faut que la végétation soit verte, hein, c'est ce que je viens de dire. Il faisait tellement sec qu'on n'avait pas suffisamment de végétation verte pour pouvoir faire du désherbage électrique, mais d'ailleurs on n'a pas fait non plus de désherbage glyphosate, on était obligé de le reporter au printemps, quoi. Mais voilà, les conditions elles sont quand même sont pas forcément simples à avoir, quoi. Végétation verte, sol sec, voilà, c'est des fois des choses qui sont un peu antagonistes. D'autres questions? C'est juste une précision, j'ai pas bien compris. En fait, au niveau de l'évaluation des rendements, est-ce que vous prenez en compte ou pas le méthane ou la dérobée dans le rendement global de l'essai? Alors pour
Pour Saint-Hilaire, on a pris en compte le métal, effectivement, c'est ce qu'on voit bien dans le premier cycle, effectivement. On a une différence, alors qui n'est pas que liée au métal, mais c'est vrai, il y a une partie de la différence du rendement qui est liée à la présence de métal. Et puis par rapport à la dérobée, non, parce que de toute façon, on n'a pas eu du tout on n'a absolument rien récolté au niveau de la dérobée, quoi. Donc la dérobée, elle a été détruite, mais on n'a pas comptabilisé effectivement la productivité, parce qu'il n'y avait plus rien, quoi. Pour la blanche maison, c'est tout pareil. Le colza n'a pas donné grand-chose et en deuxième année, il a même été incorporé au sol, histoire de le valoriser d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc ouais, ça paraît être une technique intéressante, hein, notamment pour casser un peu le cycle de la prairie. Par contre, il ne faut pas trop compter sur lui pour pouvoir venir fournir un fourrage estival, parce que d'ailleurs, on voit que les aléas, ils sont quand même vachement importants. J'ai pas très bien compris, la clétodine, vous l'avez mise sur prairie? Oui. C'est autorisé sur prairie? En bio, oui. En bio. Patrice, est-ce que tu as des compléments là-dessus? Utilisé pour le sur prairie. Vous avez bien vendu le lait après, hein? Personne n'en sait rien. Ok, oui, encore avec une dernière question. Moi j'avais une question, mais c'est pour ouvrir un nouveau champ des possibles. On a vu qu'il y avait pas mal de prairies détruites pour faire du maïs, et on voit ça régulièrement au printemps, hein. Quand le printemps devient jaune, c'est sans doute qu'il y a du maïs qui va apparaître. Et y a-t-il eu sérieusement des travaux de fait pour faire du maïs sans détruire la prairie? Et est-ce qu'on pourrait un jour faire un point là-dessus? Je sais qu'il y a quelques tentatives en Normandie, en Suisse. Moi, j'avais imaginé l'idée d'un système qui retournerait juste une bande de 20 cm de terre et puis qui permettrait de faire un maïs et la prairie reviendrait derrière. Est-ce qu'il n'y a pas des idées à faire germer, c'est le cas de le dire, derrière cette idée-là plutôt que de tout casser? Alors, je vais donner la parole à Michel Moquet, hein, qui va pouvoir nous répondre sur cette technique. Si on peut lui donner le micro. Mais c'est des techniques effectivement qui sont... Oui, ça n'a pas été directement essayé sur prairie en place, mais je fais la comparaison avec des essais de couverts permanents qu'on a quand même pas mal travaillé, notamment dans l'équipe de Jérôme Labreuche, là, qui est à Boigneville. Et les conclusions, c'est que la cohabitation se passe pas très bien quand même globalement, hein. Sur des périodes, des cycles très courts comme ça, on a beaucoup de mal à maîtriser finalement la culture en place pour laisser la place à la culture sur un cycle très court. Et les conclusions, c'était que la cohabitation est quasiment impossible. Donc en couvert vivant, on a beaucoup de mal, hein. Donc on va dire dans l'état des connaissances actuelles, on n'a pas réussi à produire un maïs correctement en laissant le couvert vivant. Alors je fais la comparaison avec une prairie, ça n'a pas été réellement fait dans le cas d'une prairie, mais globalement on aurait à peu près les mêmes résultats si la prairie est capable de produire suffisamment encore et va forcément rentrer en compétition forte, et à moins d'avoir à contrôler avec des lourdes charges d'herbicides, ce qui n'est pas non plus souhaitable. On n'y est pas arrivé à ce jour, quoi, globalement. Et ça serait effectivement Moi j'imaginais d'inventer un appareil qui décalote la parcelle sur 20 cm, 30 cm pour laisser la terre nue, faire du maïs et autour, entre bandes, laisser de l'herbe. Personne n'a inventé ça encore. Bah oui, non mais c'est ce qu'on a fait avec des semis en maïs par exemple en strip-till, enfin c'est un peu ça, hein. On travaille sur une bande, on laisse le couvert de part et d'autre et ça ne fonctionne pas parce qu'on a quand même une compétition qui est forte pour l'eau, pour les nutriments, enfin ça fonctionne pas. On en avait sur Bayeux, tout ça, oui, je pensais à ça. C'est bon, je peux continuer à rêver donc. C'est encore jeune pour rêver, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ok, bon, on va s'arrêter ici. Merci encore à tous les deux pour votre présentation.